Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lors de la précédente vidéo, nous avions vu comment générer une post-mandoc à partir de Toolral et nous avons vu une introduction au niveau des API pour enregistrer des éléments, des web services autant pour enregistrer des éléments. Donc, nous nous sommes attardés sur un service assez simple qui était celui de créer un pays au niveau de notre application. Là, on va un peu essayer de voir vraiment beaucoup plus toutes les possibilités qu'il y a avec les web services et notamment comment est-ce que ça fonctionne dans les contrôleurs pour pouvoir faire les persistances et quelles pourraient éventuellement être les customisations qu'on peut faire ouais, pour élargir l'esprit. On y va. Pour faire ça, nous allons nous attarder sur l'utilisateur parce que lui, il a quand même beaucoup d'éléments à persister. Voilà, ok. Lui, il recense quand même beaucoup de choses et puis on va voir. Ce qu'on va faire au préalable est d'aller étudier les attributs du user pour voir ce qui peut être une label ou pas. Tac, tac. Ok. Rapide. Bon. Si on remonte ici au niveau des attributs, qu'est-ce que l'attribut dit? Le username, il doit être là. Le last name peut être label. L'email absolu, tac, tac, tac. L'âge label, la photo label. Ok. Donc, voici, il y a quelques attributs qui sont label. On va commencer par enregistrer tous ceux qui sont obligatoires. Ça. Là, il dit on va laisser ça vide, c'est un autre increment. On peut le supprimer, mais bon, on va d'abord le laisser. Name, on va dire last name, on va laisser vide. Email, test.com. Téléphone 6 558 57 H, on va laisser, photo, on va laisser, DPI, on va laisser. Donc, on valide et on voit ce que ça nous donne. Voilà. Donc là, si on revient ici, si on voit notre réponse là, on constate qu'il y a eu. Ça n'a pas changé. Ok, bon, là c'est bon. Là, on constate qu'il y a eu persistance. User 2, démo de l'information, on revient au niveau back office. Nous voici là. Ensuite, on va faire pareil, on va ajouter un autre utilisateur. Bon, ceci, je pense que je vais l'enregistrer comme as example. Voilà, juste comme ça. Ensuite, on va enlever. On peut, pour les champs qui ne sont pas obligatoires, s'ils ne sont pas remplis, on peut carrément les enlever. Ça ne va absolument rien changer. Tout ce que Devos doit savoir est que ça va. Bon, on y va d'abord. On enlève aussi ces deux-ci. Bon, je les remettrai après parce que là, il faudra que je fasse d'autres tests. Et là, je vais sauvegarder encore. Bon, je vais ici que user demo 2. Ici, on valide. Voilà. Donc, là, on a défini un modèle, on va dire minimal, qu'on a envoyé au niveau du serveur et le serveur fait la persistance uniquement des éléments qu'on a envoyés.
Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne concrètement au niveau du contrôleur? Pour ce faire, on va premièrement suivre notre service. On a le service user_create. On va dans notre fichier services, vu que c'est lui qui est pointé par notre requête. On va chercher user_create et on va aller dans le contrôleur create action. Donc, le create action ici, lui, il extend, le create action se trouve dans le user from controller qui lui extend le user controller. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer le row parce que dans notre postman, on envoie les éléments en row. Donc, lui, il récupère les rows. Une fois qu'il récupère les rows, il récupère l'élément user. Cet élément user-ci, le modèle user, là, il le récupère et il le passe à la méthode iterateWithJSON qui va prendre en paramètre l'instance du user et justement le modèle de données qu'on a envoyé pour hydrater user. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette méthode? Cette méthode-ci va aller appeler chaque setter du modèle user et va insérer les valeurs. Donc là, on a par exemple le username. La méthode iterateWithJSON va appeler la méthode setUsername et va charger username dans l'instance dans l'instance de user qu'on a envoyé à paramètre. Et ça va faire pareillement pour email, téléphone et tout le reste, quoi. Donc voilà. Et si vous comprenez donc pourquoi, s'il n'y a pas d'élément, lui, il ne va pas mettre ce qu'on ne lui a pas demandé de mettre. On va retourner, si on retourne rapidement ici, là, ça fait une autre action, ça essaie d'uploader une image, mais on n'envoie pas d'image et ça retourne des choses. Donc, voilà concrètement ce qui se passe au niveau du contrôleur pour qu'au final, ça nous retourne le success throw et du moins le user, l'instance du user qui a été créé et le détail, s'il y a détail, on peut mettre le détail. Donc, voilà. Pour récupérer, on a vu comment créer un utilisateur. Pour récupérer un utilisateur, on peut venir ici dans le getUser. On saisit l'ID peut-être 1, voilà, et on lance. Voilà, donc là, on a récupéré le premier utilisateur. Là, on va faire maintenant un update. Là, on va dire ici, JSON, la conception de l'update fonctionne exactement comme celui du create. Les champs, les attributs qui ne sont pas utiles, on peut les enlever ou du moins faire ce qu'on veut. Mais ce qui diffère par contre, c'est, à part l'URL forcément, c'est le fait qu'on doit ajouter l'ID. On peut ajouter uniquement l'ID ici ou mettre l'ID ici, mais bon, on peut enlever ceci, ça ne va pas déranger tant qu'on met aussi l'ID là. Et il faudrait que ce soit au moins dans un endroit. Ensuite, on va modifier non, on va laisser, voilà. Donc là, ici au niveau de l'update, on va dire par exemple pour l'utilisateur numéro 2, celui qu'on a créé tout à l'heure, celui-ci. Si j'actualise, on va avoir notre troisième utilisateur qu'on a créé, mais c'est le deuxième qui nous intéresse. Si on vient sur le deuxième là, ouais, mon postman. Donc si on vient sur le deuxième, on va dire que, ok, toi le username on t'avait déjà ajouté, donc on n'a plus besoin de toi, on ne veut pas te modifier en tout cas. Le last name, on veut te modifier, on met peut-être, voilà. L'email, on dit qu'on ne veut pas te modifier, le téléphone non plus. L'âge, on veut dire qu'on te met à 3. À peut-être 55, voilà, disons comme ça. La photo, non, on dit que toi, on ne te gère pas encore. Et le country, on dit que, ok, toi, tu restes comme ça. On peut aussi la lever, mais bon, je vais le laisser parce que je vais l'utiliser tout de suite. Donc là, on va sauvegarder ici. Aussi, attention, j'ai failli faire une erreur.
Au niveau de l'ID ici, c'est pour ça que généralement, je préfère même enlever cet ID parce que ça, ça provoque souvent certaines erreurs. Quand on change l'ID ici, mais on ne change pas là-bas. Donc, je préfère souvent enlever ici et juste mettre au niveau d'ici pour ne pas, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, de confusion, d'erreur d'ID qu'on a mal. Là, j'envoie. Voilà. Et si je reviens ici, dans User, je vois là last name update H57. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant est qu'on va ajouter le country. Si on vient ici au niveau de country, on voit l'idée de ce country, c'est 1. Donc, c'est quoi le principe avec les clés étrangères? Le formalisme pour les clés étrangères dans DevOps, c'est le nom country.id. Donc, c'est country.id. Quand on donne ce formalisme à DevOps, lui va automatiquement détecter que nous pointons vers l'entité country et nous renseignons sa clé primaire ID. Ici, je peux donc mettre 1. Voilà, et j'envoie. Et si je viens là, je reviens au niveau de user. Voilà. On peut donc facilement imaginer si on revient au niveau de notre postman. Avec, avec ceci, on peut facilement imaginer une sorte de processus d'inscription qui, qui peut être du moins un processus d'inscription en étapes, qui peut être pour la première étape a uniquement besoin d'un username, d'un email, d'un téléphone et d'un country. Et pour les autres étapes, la deuxième, la troisième et la quatrième étape, voudra qu'on renseigne les autres éléments qui sont peut-être le last name, l'âge et tout plein d'autres paramètres et ainsi de suite. Donc, maintenant, il y a un aspect qu'on n'a pas vu, c'est l'aspect des validations côté serveur. Là, on va revenir au niveau de notre code. Tac, on va ici au niveau de services. On était tout à l'heure au niveau du create action. Donc, on va y repartir. Donc, ici, au niveau de la validation, on ne fait pas de validation ici, concrètement. Mais pour faire les validations telles qu'on en avait parlé dans les précédentes vidéos au niveau des secteurs, on va retourner ici au niveau du create action de contrôle de user controller, vu que le user front controller extend le user controller. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de copier ce petit bout de code-ci, parce que bon, au niveau de la génération, on a omis de mettre ce petit bout de code dans la génération. Donc voilà, c'est tout. Dès qu'on a fait comme ça, les secteurs, le principe de fonctionnement des erreurs sera pareil, quoi. Donc, au niveau des secteurs de user, on n'aura qu'à mettre, je suppose, au niveau de set name, on va dire que if username égale comme ça, on dit que return 10 this field is important. Okay. Par exemple. Et là, si on revient au niveau de notre postman, on repart au niveau du create. Si on ne met rien au niveau du username comme ça, et qu'on valide, send, voilà, ça nous donne un return false, l'instance du user qui a pu être datée et notre erreur. Ça dit error username this field is important. Voilà comment la gestion des erreurs fonctionne. Donc, tout ce qu'il y aura à faire, ce sera juste
de recopier ce bout de code au niveau de notre front controller, on copie aussi bien au niveau du create action qu'au niveau de l'update action, quoi. Après quoi, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, et une fois cela fait, les validations vont se passer d'elles-mêmes. On écrit tout notre code de validation dans Setter et puis voilà, le résultat va sortir. Donc, jusqu'ici, nous avons vu comment modéliser bien les requêtes, le modèle, bien d'agencer le modèle qu'on veut envoyer au niveau du serveur pour la persistance. Cependant, on a toujours le même modèle de réponse qui nous est retourné. Le but de maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut modifier aussi ce modèle de réponse. Par exemple, renvoyer tous les éléments sauf photo ou sauf country et ainsi de suite et ainsi de suite. Pour ce faire, on va retourner au niveau de notre modèle, de notre entité user et tout cela va se passer au niveau du JSON serialize parce que toutes les entités DevOps implémentent le JSON serialize qui lui va permettre de définir le modèle qui sera utilisé lorsqu'on fera une sérialisation de ce modèle en JSON. On a donc défini que ce modèle doit retourner tous les éléments, donc l'ID, le username et tout côté. Tout ce qu'on a à faire pour modifier le modèle de réponse est uniquement de venir modifier à ce niveau-ci le modèle, l'arrêt clé-valeur, le tableau clé-valeur. Là, si on masque par exemple le country ici, en revenant au niveau de notre postman, si on va dans get user, on prend le user 1. Dès qu'on lance la requête, tac, le user, le country, lui, il a disparu. On peut maintenant, comment est-ce que je peux, par exemple, définir ces plusieurs modèles de réponse? L'astuce, elle est très simple. Je peux utiliser ici, je dis par exemple là, JSON JS model ou JSON model. Voilà. Et puis JSON model, je dis par exemple 1. Je dis par exemple 1 comme ça. Voilà. Dès que je dis JSON model 1, ici, à ce niveau, je viens ici, je fais if request, je récupère le get qui m'a été envoyé et qu'est-ce qui m'intéresse notamment, c'est le JSON model et je dis que si c'est égal à 1, alors tu me retournes un modèle bien spécifique, quoi. Là, je vais peut-être dire que si le JSON modèle est égal à 1, tu me retournes ceci, là. Voilà. Si je reviens au niveau de mon postman, je lance la requête. Donc là, on voit que ça a bien pointé vers le JSON modèle 1. Et si on enlève ce JSON modèle 1 ici, là, on retombe encore avec page et photo qui s'ajoutent. Donc voilà un peu les astuces. Et avec ça, on peut directement inférer d'autres possibilités. C'est-à-dire, on va peut-être dire si on est sur une vue X ou une vue Y et que cette vue-là a besoin d'un certain modèle, on pourra donc définir la valeur du JSON modèle à par exemple vue X par exemple et de là on va revenir ici au niveau de notre modèle, créer autant de modèles qu'il y a autant de modèles qu'on veut en fonction de nos besoins. Donc là, la vue X n'a pas peut-être juste besoin du user, juste du username et du last name et non du modèle. Et voilà, donc voilà comment on hiérarchise ou du moins on collectionne nos différents modèles de retour au niveau du client, quoi. Donc voilà. Le travail sera maintenant pour celui qui s'occupe de la gestion ou du moins de la documentation de la Postman-Doc sera de spécifier peut-être pour chacune quels sont déjà les différents modèles qu'il renverra
quels sont les différents modèles qui renverra, bien sûr en collaboration avec la personne qui s'occupe de la partie cliente. Ça va de pair vu que c'est un travail en collaboration. Si le développeur n'est pas un développeur full stack forcément, ou même s'il est, c'est toujours important d'avoir la documentation pour ne pas oublier certaines choses. Donc, voilà ce qu'il en est pour la gestion des API. Mais il y a un dernier aspect il y a un dernier aspect que je voudrais aborder, c'est le service, le web service des lazy loading. Ce service est très intéressant dans le sens où il permet à la partie cliente de pouvoir faire des requêtes vraiment customisées au niveau du serveur de, sans avoir besoin que le développeur back-office ou back-end fasse quoi que ce soit. Donc, le lazy loading, ce qui est intéressant aussi est qu'il a une documentation, il a une assez bonne documentation déjà au niveau de la Postman.doc qui est générée avec, quand Toolrad génère la Postman.doc, il donne directement la documentation du lazy loading. Donc, pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Toutes les possibilités sont là. On vous dit par exemple, on veut le premier paramètre des filtres, c'est pour activer le filtre. Le deuxième paramètre, next et page, c'est pour pour regrouper les résultats par page. Et ensuite, on vous dit, vous pouvez faire des requêtes en spécifiant le paramètre, un attribut du modèle et en lui passant un paramètre spécifique. Je veux par exemple dire que je veux les utilisateurs dont l'âge est égal à 55. Voyons si ça nous donne un résultat. Bon, voilà, celle-là, c'est même l'erreur que je voulais. Et heureusement que je suis venu sur ça. Ça nous dit beaucoup de choses ici. Ça nous envoie des choses un peu bizarres. Revenons au niveau du backend. Bon. Ici, ça va, premièrement, où est-ce que ça pointe? Ça pointe vers User Lazy Loading. Ici, on va aller là, au niveau de nos services, on va rechercher le User Lazy Loading LL. Et à ce niveau, on va voir New Lazy Loading. Le fait est que Lazy Loading n'est pas à un namespace. Du coup, désolé. Où je dois importer la classe dans Data Table Lazy Loading. Donc, au niveau de notre User Front Controller, il faudra faire un use des classes DevOps Table Lazy Loading pour pouvoir utiliser cette classe-là. C'est ce qu'on a oublié d'ajouter aussi dans la génération du code source. Bon, voilà. Donc, dès qu'on a ça, on revient ici, on relance. Et voilà. On a notre utilisateur avec l'âge 55. Bien sûr, ici, on peut aussi spécifier, on va dire JSON modèle, ce qu'on utilisait au niveau du get instance, on va dire vue X. Si on relance la requête, là, ça va nous retourner l'ensemble des utilisateurs avec l'âge 55 suivant le JSON modèle vue X. Voilà. Et on peut utiliser aussi un like. Pour utiliser un like, il y a différents. De toute façon, les documentations sont là. Mais par défaut, si on met là OPT, ça va nous faire un like. Donc, ça ne va pas savoir quoi faire, donc ça va faire un like. Et ainsi de suite. On peut changer, si on enlève ça comme ça, on récupère. Et voilà, ça nous envoie la liste des utilisateurs avec le modèle UX. Voilà en ce qui concernait la prise en main des API et notamment du lazy loading qui, ma foi, serait une option vraiment, vraiment intéressante dans la mesure où ça permet à l'utilisateur, au développeur front office
de ne pas toujours demander des requêtes spécifiques au niveau du back-office. Qu'à cela ne tienne, il n'empêche que pour des requêtes vraiment complexes qui nécessitent des pirouettes avec des icônes qui passent sur les arcs-en-ciel, il faudra forcément que le développeur back-office, lui, il s'asseye et qu'il écrive une route spécifique pour renvoyer ce type de données-là. Mais déjà, voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine.